Émilie rentrait chez elle ce soir-là. Les mains tremblantes. Une lettre froissée dans sa poche. Elle l'avait découverte par hasard. Glissée sous la porte de son appartement parisien. Adressée à sa mère mais portant son nom en marge. En l'ouvrant, elle avait lu des mots qui avaient fait basculer son monde, des accusations anonymes sur sa relation secrète avec Sophie. Des détails intimes qui ne pouvaient provenir que d'une trahison proche. Le cœur battant, elle composa le numéro de Sophie. Mais la ligne sonna dans le vide, laissant place à un silence assourdissant qui la fit douter de tout. À 25 ans, Émilie vivait dans le tourbillon de Paris, travaillant comme assistante dans une galerie d'art du Marais. Elle avait grandi dans une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, où les traditions catholiques pesaient lourd sur les épaules de chacun. Son père, un avocat rigide, et sa mère, une enseignante dévouée, avaient toujours vu en elle la fille parfaite, studieuse, polie, destinée à un mariage stable. Mais Émilie avait toujours ressenti un vide, une attraction inexpliquée vers les femmes qui la hantaient depuis l'adolescence. Elle avait réprimé ses sentiments pendant des années, craignant le rejet familial et les jugements de la société française, encore imprégnée de préjugés malgré les avancées légales. C'est lors d'une exposition d'art contemporain qu'elle avait rencontré Sophie. 28 ans. Une photographe indépendante venue de la campagne normande. Sophie était tout ce qu'Émilie n'était pas, audacieuse, assumée, avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Ses photos capturaient la beauté brute des paysages et des corps, souvent avec une touche de rébellion contre les normes sociétales. Leur premier échange avait été électrique. Émilie, fascinée par le travail de Sophie, avait osé l'approcher. Vos images disent plus que des mots, avait-elle murmuré. Sophie avait souri, ses yeux sombres plongeant dans ceux d'Émilie. Et vous? Qu'est-ce que vous cachez derrière ce regard, avait-elle répondu, déclenchant une conversation qui s'était prolongée tard dans la nuit. Les semaines suivantes, leur amitié s'était muée en quelque chose de plus profond. Des cafés volés dans les rues animées de Paris. Des promenades le long de la Seine où leurs mains se frôlaient accidentellement. Émilie sentait son cœur s'emballer à chaque message de Sophie. Mais la peur la rongeait. Et si ma famille l'apprend, se demandait-elle, imaginant le regard déçu de sa mère. Sophie, elle, avait déjà fait son coming out des années plus tôt, affrontant le rejet de ses parents ruraux qui l'avaient presque renié. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre, lui disait-elle souvent, encourageant Émilie à s'ouvrir. Mais cette lettre changeait tout. Émilie s'assit sur son lit. Relisant les lignes accusatrices, votre fille entretient une relation contre nature avec une femme. Pensez à l'honneur de la famille. Qui pouvait savoir? Émilie n'avait confié son secret qu'à une amie proche. Claire. Et à Sophie elle-même. Le doute s'insinua, Sophie avait-elle parlé? Non. Impossible. Pourtant, la graine était plantée. Le lendemain matin, Émilie décida de confronter Sophie. Elles se retrouvèrent dans un petit café du quartier latin. L'atmosphère lourde malgré le soleil printanier filtrant à travers les vitres. Sophie. Quelqu'un sait pour nous, lâcha Émilie sans préambule, posant la lettre sur la table. Sophie blêmit, ses yeux s'écarquillant. Quoi? Comment? Elle prit le papier, le parcourut rapidement, puis leva la tête, l'air choqué. Émilie. Je n'ai rien dit à personne. Tu me crois? N'est-ce pas? Émilie hésita,
son esprit tourmenté par des scénarios paranoïaques. Je ne sais plus quoi penser. Si ma famille voit ça. Sophie posa sa main sur la sienne. Un geste tendre qui fit fondre une partie de la tension. On va gérer ça ensemble. Promis. Pourtant, ce n'était que le début. Émilie rentra chez elle ce soir-là, ignorant que sa mère avait déjà reçu une copie similaire. Le téléphone sonna tard dans la nuit, c'était sa mère. La voix brisée. Émilie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Le monde d'Émilie s'effondra. Elle nia d'abord. Par réflexe. Mais les larmes la trahirent. Maman. C'est compliqué. Sa mère raccrocha, laissant Émilie seule avec sa culpabilité. Comment en était-elle arrivée là? Leur relation, si pure à ses yeux, était maintenant entachée par le poison de la société. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Émilie évita Sophie, prétextant du travail. Mais en réalité, elle luttait contre ses démons intérieurs. Suis-je vraiment comme ça, se questionnait-elle, revivant les sermons de l'église de son enfance sur le péché. Sophie, de son côté, sentait la distance grandir. Elle envoya des messages, appela, mais Émilie restait évasive. Finalement, Sophie se rendit chez elle, forçant la confrontation. Tu me fuis parce que tu as honte de nous, accusa-t-elle. Émilie explosa, oui. J'ai honte. Ma famille va me rejeter. Mes amis me jugeront. Toi. Tu as déjà tout perdu? Mais moi? Sophie recula. Blessée. Perdu? J'ai gagné ma liberté. Mais si tu préfères vivre dans le mensonge. Cette dispute marqua le premier craquement. Émilie passa la nuit à pleurer, réalisant le prix de son amour, la perte potentielle de sa famille. Le lendemain, elle appela sa mère, prête à affronter la tempête. Maman. C'est vrai. J'aime Sophie. Le silence à l'autre bout fut assourdissant. Puis, viens à la maison ce week-end. Ton père veut te parler. Émilie accepta. Le cœur lourd. Sophie, informée, insista pour l'accompagner. Non. C'est mon combat, refusa Émilie. Mais au fond, elle savait que ce choix isolait Sophie, semant les graines d'une future trahison. À Lyon, l'accueil fut glacial. Son père, assis dans le salon familial, la lettre en main, la regarda avec dégoût. C'est une phase, Émilie. Tu as été influencée. Sa mère pleurait en silence. Émilie défendit son amour. Mais chaque mot semblait creuser un fossé plus profond. Pense à ton avenir. À des enfants. À une vie normale, plaida son père. Émilie rentra à Paris brisée, mais déterminée. Elle contacta Sophie, s'excusant pour sa distance. Elles se retrouvèrent, se réconciliant dans une étreinte passionnée. Mais la tension persistait. Peu à peu, les pressions extérieures s'intensifièrent. Claire, l'amie d'Émilie, avoua avoir vu la lettre et en avoir parlé à d'autres. Par inquiétude, Émilie se sentit trahie, coupant les ponts. Sophie, quant à elle, affrontait ses propres démons, son ex,
Une femme jalouse ressurgit, semant le doute. Émilie n'est pas prête pour ça, lui dit-elle. Sophie résista. Mais les graines étaient plantées. Les semaines suivantes, Émilie et Sophie tentèrent de reconstruire leur relation sur des bases fragiles. Elles passèrent des soirées entières à discuter, à partager leurs peurs. Émilie parla de son enfance étouffante, des attentes sociétales qu'il avait modelées. Sophie raconta son coming out douloureux. Le rejet de sa famille qui l'avait poussée à s'installer à Paris pour recommencer. J'ai perdu mes racines, mais j'ai gagné moi-même, confia-t-elle. Émilie admirait cette force. Mais au fond, elle enviait Sophie pour son courage qu'elle ne possédait pas encore pleinement. Pourtant, les conflits internes d'Émilie grandissaient. Au travail, des rumeurs circulaient, un collègue l'avait vue avec Sophie dans un bar gai du Marais. Les regards en coin, les chuchotements la minaient. Est-ce que je mérite ça, se demandait-elle, pesant le bonheur fugace contre la stabilité perdue. Sophie, sentant sa détresse, proposa une escapade en Normandie. Chez elle, pour s'éloigner de Paris. Là-bas, on pourra être nous-mêmes, dit-elle. Émilie accepta, espérant que le changement d'air apaiserait ses tourments. Le voyage en train fut un moment de répit. Assises côte à côte, elles regardaient les paysages défiler, mains enlacées discrètement. À l'arrivée, la maison de Sophie, une petite ferme rénovée, offrait un contraste apaisant avec l'agitation parisienne. Mais la paix fut de courte durée. Le soir même, un appel de la mère d'Émilie, ton père est furieux. Il veut que tu rentres et que tu arrêtes cette folie. Émilie raccrocha, tremblante. Sophie la serra dans ses bras. Ignore-les. On est plus fortes ensemble. Durant le week-end, elles explorèrent les plages normandes, marchant pieds nus sur le sable, partageant des rires et des confidences. Pour la première fois, Émilie se sentit libre, loin des jugements. Mais un incident vint tout briser, en ville. Elles croisèrent l'ex de Sophie, Marie. Une femme charismatique qui n'avait pas digéré leur rupture. Marie les salua avec un sourire faux. Puis glissa à Émilie, Sophie est experte pour charmer. Mais elle s'ennuie vite. Émilie balaya le commentaire. Mais le doute s'installa. De retour à Paris, les tensions familiales s'aggravèrent. Le père d'Émilie envoya un email cinglant, si tu continues, tu n'es plus la bienvenue ici. Émilie, dévastée, confronta Sophie. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Sophie, blessée, riposta, tu vas laisser ta famille dicter ton cœur? C'est lâche. La dispute escalada. Émilie accusant Sophie d'être insensible à ses pressions. Toi, tu as tout sacrifié. Mais moi, j'ai encore une famille. Sophie partit en claquant la porte, laissant Émilie seule avec ses regrets. Les jours suivants, Émilie tenta de se réconcilier avec sa famille. Elle appela son père, promettant de réfléchir. En secret, elle commença à douter de sa sexualité. Consultant des forums en ligne où des témoignages de guérison la perturbaient. Sophie, de son côté, noya son chagrin dans le travail. Mais Marie ressurgit, offrant une épaule compatissante. Une soirée arrosée?
Sophie céda à un baiser impulsif avec Marie. Un acte de faiblesse qu'elle regretta aussitôt. Quand Émilie apprit la trahison par un message anonyme. Ironiquement. Ce fut un choc. Elle confronta Sophie. Qui avoua tout. Larmes aux yeux. C'était une erreur. J'étais perdue sans toi. Émilie. Le cœur brisé. Hurla, comment as-tu pu? Après tout ce qu'on a traversé. Sophie plaida, c'est parce que tu me repousses constamment. Je me sens seule dans cette relation. Émilie partit. Jurant de ne plus jamais la revoir. Pourtant, le vide la consuma. Elle se réfugia chez Claire. Qui, repentante, l'écouta. Peut-être que tu dois choisir, ta famille ou ton amour. Émilie réalisa alors le prix de ses hésitations, elle avait poussé Sophie dans les bras d'une autre. Déterminée. Elle décida de se battre pour Sophie. Mais pas sans affronter ses propres démons. Elle écrivit une lettre à ses parents. Affirmant son identité, je suis lesbienne. Et j'aime Sophie. Acceptez-le ou perdez-moi. La réponse fut mitigée, sa mère pleura au téléphone. Promettant d'essayer. Mais son père resta silencieux. Encouragée. Émilie contacta Sophie. Elles se retrouvèrent dans leur café habituel. L'atmosphère chargée. Je suis prête à tout risquer pour nous, déclara Émilie. Sophie, touchée, accepta de donner une seconde chance. Mais les cicatrices persistaient. Et de nouveaux défis surgirent. Au travail, Émilie fut confrontée à un ultimatum. Un client conservateur menaça de retirer son soutien à la galerie si cet employé immoral restait. Le patron, embarrassé, suggéra une mutation. Émilie refusa, choisissant de démissionner plutôt que de se cacher. Ce sacrifice la rapprocha de Sophie, qui l'aida à trouver un nouveau job dans le milieu artistique underground, plus tolérant. Cependant, la société française, malgré ses lois progressistes, réservait encore des pièges. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, elles furent harcelées par un groupe homophobe. Sophie, protectrice, s'interposa, récoltant un coup. Émilie, paniquée, la soigna chez elle, réalisant la réalité des dangers. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» murmura-t-elle. Sophie répondit, « Oui. Parce que c'est authentique. » Mais la trahison de Sophie hantait encore Émilie. Des nuits d'insomnie où elle imaginait Marie. Elle décida de confronter Marie directement, apprenant que Sophie avait mis fin à tout contact après l'incident. Soulagée, Émilie pardonna vraiment. Mais le couple entra dans une phase de thérapie, explorant leurs mauvaises décisions. Les mois passèrent, et le couple sembla se stabiliser. Émilie trouva un équilibre précaire avec sa famille, sa mère faisait des efforts, appelant parfois pour des nouvelles neutres, tandis que son père maintenait un silence pesant. Sophie, elle, renoua timidement avec ses propres parents, envoyant des photos de ses expositions. Mais sous la surface, les conflits bouillonnaient. Émilie luttait toujours contre ses doutes moraux, influencée par son éducation catholique. Est-ce un péché, se demandait-elle lors de messes solitaires, cherchant une réconciliation entre foi et amour. Un jour, un événement majeur secoua leur vie, Sophie reçut une offre pour une exposition à Berlin, impliquant un déménagement temporaire de 6 mois.
C'est une opportunité en or, s'enthousiasma-t-elle. Émilie, terrifiée à l'idée de la séparation, réagit mal. Et nous? Tu vas m'abandonner? Sophie rassura, ce n'est que temporaire. Viens avec moi. Mais Émilie, attachée à Paris et à sa famille naissante, hésita. Ce choix révéla leur différence, Sophie, aventurière, versus Émilie, ancrée dans la sécurité. La dispute qui suivit fut violente. Émilie accusa Sophie d'égoïsme, rappelant la trahison avec Marie. Tu recommenceras là-bas. Sophie, furieuse, riposta, et toi? Tu n'es jamais pleinement engagée. Toujours un pied dehors. Émilie, blessée, prit une décision impulsive, elle contacta un ancien ami hétéro, Julien, pour un dîner amical, cherchant à tester ses sentiments. Rien ne se passa, mais Sophie l'apprit par hasard, via un post sur les réseaux sociaux. La jalousie explosa. Tu vois un homme maintenant? Pour te normaliser, accusa Sophie. Émilie nia, mais admit son confusion. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Sophie, dévastée, partie pour Berlin sans au revoir, laissant Émilie seule avec ses regrets. Les semaines suivantes furent un enfer pour Émilie. Elle perdit du poids, négligea son travail, hantée par l'absence de Sophie. Sa mère, sentant sa détresse, vint à Paris. Peut-être que c'est mieux comme ça, suggéra-t-elle doucement. Mais Émilie, pour la première fois, défendit son amour. Non. Maman. Sophie est tout pour moi. Déterminée à réparer, Émilie prit un train pour Berlin. Elle trouva Sophie dans son atelier, entourée de photos évoquant leur relation. Je suis venue pour nous, déclara-t-elle. Sophie, larmes aux yeux, l'accueillit, mais avec réserve. Tu dois choisir, Émilie. Pas de demi-mesure. Elles passèrent la nuit à parler, reconstruisant pierre par pierre. Émilie promit de s'engager pleinement, acceptant même d'annoncer publiquement leur relation. De retour à Paris ensemble, elles affrontèrent un nouveau défi, un article dans un journal local exposant leur histoire, suite à une fuite anonyme probablement Marie. Les réactions furent mixtes, soutien de la communauté LGBT, mais harcèlement en ligne et rejet de certains amis. Émilie, sous pression, craqua lors d'une soirée, accusant Sophie d'avoir cherché la publicité. C'est ton monde, pas le mien. Sophie, épuisée, envisagea la rupture. Peut-être qu'on est trop différentes. Pourtant, un tournant survint quand le père d'Émilie appela enfin. J'ai lu l'article. Viens à la maison. Émilie, accompagnée de Sophie cette fois, affronta la confrontation. Le père, rigide, exprima ses peurs. J'ai peur pour toi. Dans cette société. Mais Sophie intervint, l'amour n'est pas un choix. C'est ce qui nous rend humains. Touché. Il ne les accepta pas pleinement, mais promit de réfléchir. Ce petit pas encouragea Émilie. Cependant, les mauvaises décisions persistèrent. Sophie, stressée par l'exposition, reprit contact avec Marie pour des conseils professionnels, un choix innocent, mais mal perçu.
Émilie, découvrant des messages, explosa de nouveau. Tu me trahis encore. Sophie nia. Mais le dommage était fait. Émilie, dans un acte de vengeance impulsive, posta une photo ambiguë avec Julien sur les réseaux, semant le chaos. La société amplifia le drame, des commentaires homophobes inondèrent leur profil, forçant Sophie à fermer ses comptes. Émilie, rongée par la culpabilité, réalisa le prix de ses actes. Elle avait blessé Sophie profondément, risquant de tout perdre. Elles se séparèrent temporairement, chacune affrontant ses démons. Émilie consulta une thérapeute, explorant ses conflits internes sur l'identité et la morale. Sophie, à Berlin pour finaliser l'exposition, réfléchit à ses propres faiblesses. La séparation forcée permit une introspection profonde. Émilie, seule dans son appartement parisien, relisait leurs anciens messages, revivant les moments de joie pure. Elle comprit que ses hésitations provenaient non seulement de la pression familiale, mais d'une peur profonde du rejet sociétal. En France, malgré le mariage pour tous, les préjugés persistaient dans les cercles conservateurs. Suis-je prête à payer le prix, se demanda-t-elle, pesant la perte potentielle d'amis, de carrière, contre l'amour authentique. Sophie, à Berlin, affrontait ses propres tourments. L'exposition était un succès, mais le vide émotionnel la consumait. Marie tenta de profiter de la situation, mais Sophie la repoussa fermement. J'aime Émilie. Malgré tout. Elle réalisa que sa trahison initiale avait été un cri de désespoir, une réaction à la distance d'Émilie. On s'est mutuellement blessés, admit-elle dans son journal. Un appel inattendu changea la donne, la mère d'Émilie contacta Sophie directement. Ma fille est perdue sans toi. Viens la voir. Sophie, surprise, rentra à Paris. Elles se retrouvèrent sur un banc au jardin du Luxembourg, sous un ciel gris automnal. J'ai fait des erreurs, confia Émilie. Moi aussi, répondit Sophie. Elles décidèrent de recommencer. Avec des règles, communication ouverte, thérapie de couple et confrontation des pressions extérieures ensemble. Mais le destin testa leur résolution. Lors d'une réunion familiale pour Noël, le père d'Émilie explosa, accusant Sophie de corrompre sa fille. « Sortez de ma maison » hurla-t-il. Émilie, pour la première fois, se dressa. « Si elle part, je pars avec elle. » Elles quittèrent Lyon, le cœur lourd, mais unis. Ce choix coupa Émilie de son père, un sacrifice douloureux qui la fit douter. « Ai-je bien fait ?» murmura-t-elle à Sophie. « Oui. Pour nous. » La société ajouta son grain de sel. Un scandale médiatique éclata quand un blog conservateur publia des détails sur leur relation, les dépeignant comme des déviantes. Sophie perdit un contrat. Émilie subit du harcèlement au travail. Elles envisagèrent de déménager, peut-être à Berlin, pour un nouveau départ. Mais Émilie hésita, attachée à la France. C'est fuir, dit-elle. Sophie insista, c'est survivre. Dans un moment de vulnérabilité, Émilie confia à Claire ses doutes moraux. Claire, repentante, la soutint, l'amour n'est pas un péché. Encouragée, Émilie organisa une rencontre avec un prêtre progressiste, qui l'aida à réconcilier sa foi et son identité.
Dieu aime tous ses enfants, dit-il. Ce soutien spirituel la fortifia. Pourtant, une ultime trahison surgit, Sophie, sous pression professionnelle, accepta un projet avec Marie comme collaboratrice, sans en informer Émilie. Quand celle-ci l'apprit, ce fut l'explosion. Tu me mens encore. Sophie expliqua, c'est purement professionnel. Mais Émilie, blessée, partit chez sa mère, qui l'accueillit avec compassion. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne, suggéra-t-elle. Émilie, confuse, envisagea la rupture définitive. Sophie, réalisant son erreur, démissionna du projet et vint la chercher. Je choisis toi. Toujours. Elles se réconcilièrent, mais avec une conscience accrue des coups, perte relationnelle, stress émotionnel, combat constant contre les préjugés. Elles décidèrent de s'engager publiquement, participant à des événements LGBT pour transformer leur douleur en force. Le point culminant arriva lors d'une conférence sur les droits des femmes, où Émilie prit la parole pour la première fois. J'ai aimé une femme. Et j'ai payé cher. Mais l'amour vaut tous les sacrifices. Sophie, dans le public, pleura de fierté. Pourtant, en coulisses, un appel de son père, je suis prêt à parler. Émilie accepta, espérant une réconciliation. Les mois suivants marquèrent une transformation. Émilie et Sophie, fortifiées par leurs épreuves, construisirent une vie plus solide. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement du Montmartre, symbolisant un nouveau chapitre. Émilie trouva un emploi dans une association LGBT, canalisant ses expériences en plaidoyer. Sophie, inspirée, créa une série de photos sur les couples lesbiens, exposant leur lutte et triomphe. La réconciliation avec la famille d'Émilie progressa lentement. Son père, après des discussions tendues, admit ses peurs, j'ai été élevé comme ça. Il ne l'embrassa pas pleinement, mais toléra Sophie lors des visites. Sa mère, plus ouverte, invita même le couple à dîner. Pour Sophie, ses parents normands envoyèrent une carte pour son anniversaire. Un premier pas fragile. Pourtant, les cicatrices restaient. Émilie luttait encore avec des moments de doute, questionnant si ses choix étaient corrects moralement. Sophie, elle, regrettait ses trahisons passées, veillant à une transparence totale. Elles apprirent que l'amour exigeait des sacrifices constants, des confrontations avec la société qui, malgré les lois, conservait des poches d'intolérance. Un jour, lors d'une marche des fiertés à Paris, elles affrontèrent un groupe hostile. Au lieu de fuir, elles tinrent bon, main dans la main, symbolisant leur résilience. Ce moment d'éveil renforça leur lien, elles n'étaient plus victimes, mais combattantes. La vie continua, avec ses hauts et bas. Émilie écrivit un journal intime, réfléchissant au prix payé, amitié perdue, carrières altérées, mais un amour authentique gagné. Sophie, à travers son art, inspira d'autres femmes à assumer leur identité. À la fin, Émilie se posa une question profonde. Regardant Sophie dormir, avait-elle fait les bons choix? Le chemin avait été semé de trahison, de douleur, mais aussi de croissance.
Était-il juste de sacrifier sa famille pour un amour qui défie les normes sociétales?